Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le HTC 10 qui a été annoncé récemment. J'ai pu le tester pendant quelques jours, je vais vous donner mon avis complet. Là ce sera la vidéo longue comme vous pouvez sûrement le constater. Il y aura également une vidéo plus courte dans laquelle je vous ferai un résumé en fait de la conclusion. Alors rapidement sur les specs, le HTC 10 c'est un terminal avec un écran de 5.2 pouces, SLCD 5 en 1440 par 2560, ça lui fait 565 PPI, tourne sur Android 6.0.1, il y a eu une mise à jour récemment, d'ailleurs pour corriger certains trucs, vous verrez pas grand chose, mais bref, ils mettent à jour leur terminal. Snapdragon 820, 32 et 64 Go au niveau de la mémoire, celle-ci c'est la 32, le 64 je l'ai pas encore vu passer, donc on va la mettre de côté. 200 Go, enfin jusqu'à 200 Go en plus via micro SD, 4 Go de RAM. 12 mégapixels, alors c'est des ultra pixels, mais on monte quand même en mégapixels, c'est-à-dire qu'on passe à 12, au début on était à 4, après on est revenu sur autre chose, là on est en ultra pixels, mais on est en 12 ultra pixels, avec système de stabilisation optique, autofocus au laser, plutôt sympa, dual LED, dual tone, et à l'avant on est en 5 mégapixels. 3000 mAh au niveau de la batterie, côté design, on a 3 coloris, gris, noir et or, là j'ai la version on va dire grise blanche. Et vous avez aussi cet accessoire là dont on va parler dans un instant, je pense même qu'on va commencer par ça juste après le prix. Alors le HTC 10 c'est un produit qui est en précommande au moment où je fais cette vidéo, mais je pense qu'au moment de la sortie il sera dispo, je connais pas la date mais normalement c'est courant mai donc ça devrait se faire. Il est proposé donc avec, j'ai pas la boîte commerciale mais vous aurez normalement le produit, vous aurez également des écouteurs haute résolution ainsi que un chargeur compatible Quick Charge 3.0. La cover ici vous l'aurez pas, c'est un produit qui coûte 749€ nu dans sa version 32 Go, on n'a pas encore le prix de la version 64. Dans tous les cas, si vous voulez acheter le produit, je vous mettrai un lien dans la description pour le précommander ou l'acheter directement sur Amazon. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par l'accessoire de protection qui est fourni avec, alors que j'ai eu avec le produit en test mais qui est pas fourni dans la boîte. Peut-être qu'il y aura des éditions collector ou je sais pas quoi, où il y aura aussi ça, mais là en l'occurrence ça y est pas, et j'ai pas le prix en tête. Je croyais avoir noté le prix, mais apparemment non. Donc en fait, qu'est-ce que c'est rapidos, hein, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, mais je pense que ça intéressera quand même quelques personnes. Ça s'appelle l'EyeView Case. En fait, c'est la succession, c'est l'accessoire qui vient succéder, on va dire, au Dot View Case. Et à l'arrière, je vais passer vite dessus, mais c'est opaque à l'arrière. À l'avant, c'est transparent, donc on n'est plus avec un système de trous, on est transparent, mais c'est trouble, hein. C'est super trouble. Et là, ça c'est, pour ceux qui se posaient la question, ça c'est un petit élément magnétique simplement qui permet de détecter le fait que l'accessoire est installé. Alors en fait, quand vous l'utilisez, vous double tapez dessus, vous avez l'heure qui s'affiche, vous avez également des notifications, là j'ai rien à signaler. Si vous faites ça, vous avez l'historique des appels ou des notifications, je pense qu'il y a les notifications aussi. Et si vous faites vers le haut, en fait vous allez vers l'appareil photo. Alors, un des trucs qu'ils ont mis en avant, que HTC a mis en avant, c'est la possibilité de prendre des photos à travers ce truc-là. Donc c'est vrai, on peut prendre des photos à travers ce truc-là, ça marche, c'est juste que c'est flou. Donc faut faire confiance au terminal et à sa capacité de faire le focus, mais en soi, oui, c'est possible. C'est possible de prendre des photos à travers cet accessoire. Voilà, ce sera tout. C'est un accessoire qui est plutôt intéressant, mais voilà, c'est pas le centre de ce test, donc on est parti sur le produit. Bon alors, le HTC 10, côté design, c'est un produit qui est dans un mix entre de l'aluminium, du plastique et du verre. C'est un terminal qui reprend un petit peu ce qu'on connaissait d'avant sur les précédents terminaux, mais honnêtement, il est quand même assez différent. Et pour être tout à fait honnête, alors là c'est une question de goût, je suis beaucoup moins fan de cette édition-là que des précédentes. Alors il y a plusieurs raisons, mais d'abord moi je trouve que de face, c'est pas très original. L'originalité c'est pas forcément un critère de sélection, mais cela dit ça pourrait intéresser certaines personnes. En l'occurrence ici c'est quoi? C'est donc là voilà on a deux, je sais pas ce que je suis en train de faire, c'est très bien. On a la caméra frontale là-haut, qui a la sortie audio, quelques capteurs également ici. On a le bouton, alors bouton c'est une touche sensible, hein, c'est une touche sensible haut, mais c'est également le scanner empreinte digitale. À droite ici on a la touche multitâche et à gauche on a la touche retour. Alors c'est pas classique ça, si je dis pas de bêtises, souvent c'est l'inverse, donc c'est un peu bizarre, mais bon on s'y habitue assez rapidement. Sur la droite on a une touche on-off verrouillé déverrouillé, bouton de volume, là si je me trompe pas c'est pour la SIM, et là si je me trompe pas c'est la micro SD, d'ailleurs je crois vraiment que c'est ça. Sur le haut on a le jack 3.5 avec cette zone en plastique qui permet de faire passer les ondes, c'est toujours important.
Et puis à l'arrière, on a cet appareil photo, l'Ultra Pixel, qui ressort un poil quand même, avec le double flashlight dual tone et le laser au focus. Focus au laser même plutôt. On a un second micro ici et un micro principal là, le USB type C, le haut-parleur. Alors, on va parler des haut-parleurs, il y a plein de trucs à dire, ça va être une vidéo longue. Mais concrètement, alors, côté haut-parleur, en fait, il y a toujours Boom Sound, mais on n'est plus en double haut-parleur amplifié frontal. C'est-à-dire qu'on a un haut-parleur là-haut et le second, il est en dessous ici. Donc c'est différent. Ce haut-parleur en dessous, en fait, ça va être un haut-parleur qui va être optimisé pour les basses. Celui du dessus, ça va être ce qu'on appelle le tweeter. C'est un haut-parleur qui va être optimisé plutôt pour les sons un peu plus aigus, on va dire. Donc, ça fait une répartition des deux, ça permet d'avoir un son un peu plus profond, on parlera du haut-parleur après. Et puis, la grosse différence finalement au niveau design, c'est que c'est un produit qui a des chanfreins toujours. Les chanfreins, pour info, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de couper un angle en biais de cette façon-là. C'est un classique sur les produits en aluminium, mais cette fois sur ce HTC 10, on a des chanfreins qui sont vraiment costauds et qui sont un peu bizarres. C'est un peu étrange. C'est-à-dire que en fait, ça lui procure un côté vraiment arrondi. C'est-à-dire que quand vous l'avez en main, c'est assez agréable. Mais visuellement, je trouve que c'est pas terrible, d'autant plus que le terminal est finalement assez épais. Si on compare, par exemple, là, vous voyez pas très bien, mais c'est pas dramatique. Mais là, je compare, par exemple, à un Mate S. C'est quand même beaucoup plus épais. Et en plus de ça, quand vous tapez dessus, ça sonne creux et c'est un ensemble de choses qui font que concrètement, oui, c'est de l'alu, mais j'ai l'impression que c'est du plastoc. J'ai l'impression que c'est du plastoc couleur alu. En plus, il est très léger. C'est pas forcément un problème. Enfin, je le trouve léger, même s'il est pas si léger que ça. Il pèse 161. Mais je suis habitué à un truc plus lourd. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. C'est un design qui est pas moche, mais je trouve d'un pas original. De deux, ce qui lui apporte une dose d'originalité. Je trouve pas ça super réussi, les gros chanfreins. Donc voilà. Après, c'est une question de goût. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Ça m'intéresse. Bon, et puis après, niveau ergonomie, on a les touches qui sont sur le côté ici. Elles sont assez bien placées. Personnellement, j'aurais vu la touche on-off verrouiller déverrouiller un peu plus haute. Parce que ça fait que concrètement, quand on prend le terminal en main, j'ai le pouce qui arrive là, la touche elle est ici. C'est pas réellement un problème, mais je souhaitais simplement le mentionner. Après, pour tout le reste, le scanner empreinte digitale en bas, c'est pas, je pense, le placement le plus pratique. C'est vrai que ça fait qu'on doit baisser son doigt, c'est pas idéal. Mais c'est ce qu'a choisi pas mal de constructeurs. Moi j'aime bien l'avoir derrière, mais encore une fois c'est peut-être aussi l'habitude du Mate S. Y a autre chose aussi, c'est que c'est vrai que cette touche, comme elle est sensible, c'est un scanner empreinte digitale, ça demande un petit coup ça demande un peu d'habitude, mais elle fonctionne super bien. Par contre, c'est pas comme sur le OnePlus 2 où c'était une abomination de la nature. Là, ça fonctionne très bien, il y a aucun problème. Elle est tout à fait réactive. Et c'est un produit qui est un peu haut au niveau de cette zone-là. HTC aime bien nous mettre un peu d'espace vide entre guillemets en bas. Sauf que là, pour le coup, les touches sont intégrées dans le design, donc ça a du sens. Mais c'est vrai que finalement, pour seulement un 5.2 pouces, on peut pas aller très haut au niveau de l'écran. C'est peut-être un peu dommage. Ah ouais, j'ai oublié un dernier truc. La touche on/off verrouiller déverrouiller sur le côté. HTC pendant la conférence a dit. Oui, on a un son très distinctif, ça fait clic-clic, c'est volontaire, c'est pour bien valider le fait que on est appuyé sur la touche. Alors je vous fais écouter ça. Voilà, très bien. Le problème, c'est que pour pouvoir sûrement faire ce clic, eh bien ils ont durci cette touche, ce qui fait qu'en fait, elle est assez dure à appuyer pour que ce soit validé. Et au final, c'est pas terrible du tout. Donc je sais pas. Moi ça, je suis pas forcément super fan. Alors passons maintenant à l'écran, 5.2 pouces, c'est LCD 5. En 1440 par 2560, ça nous fait du 565 ppi. On a une densité de pixels qui est vraiment élevée, ça c'est bien, c'est agréable, c'est chouette. À côté de ça, au niveau de l'écran, on a des couleurs vives, comme vous allez pouvoir le constater à travers la caméra qui fausse à peu près tout. Mais c'est quand même assez fiable, là. Pour le coup c'est assez bien ajusté. On a quand même des belles couleurs vives. Mais ça va, sans trop exagérer. On a des modes dans les paramètres, je vous les montrerai pour pouvoir changer. On a deux modes pour pouvoir changer un peu ça, comme chez Samsung si vous voulez. Que dire de plus? On a des noirs qui sont assez profonds et ça c'est plutôt agréable. Je trouve, par contre, on a un truc qui me pose vraiment problème. Et là, pour le coup, je vais en parler, mais
potentiellement vous ne l'aurez pas sur votre produit. Donc voilà, si vous l'avez pas sur votre produit, tant mieux pour vous. Mais je le mentionne quand même parce que c'est mon job, parce que je sais qu'il y en a qui râlent quand je chipote sur des trucs. Mais écoutez, c'est mon travail, les enfants. Alors, quand par exemple, ça se voit pas sur un écran avec des couleurs, etc. Et vous le verrez sûrement pas à la caméra. Alors, le but, c'est je vais essayer de vous le montrer. Mais peut-être que vous le voyez. Donc, je vais vous expliquer quand même ce qu'il y a à voir. Moi, je pense qu'on le voit. Donc l'idée, ce que vous êtes censé voir, c'est... Enfin, ce que je vois moi, à l'œil nu, quand je suis vraiment de face, là où je suis derrière la caméra, je le vois pas. Mais les angles de vue sont pas très bons. Mais pire que ça, c'est que de face, quand on est sur une surface blanche, on le voit bien, il y a des bandes comme des taches d'huile, mais sur toute la durée, la largeur, pardon. Donc on a une bande rose, une bande bleue, une bande rose, une bande bleue, et voilà. Alors, de face, on le voit direct, et puis quand on le bouge, normalement, on le voit un peu. Donc, si vous voyez le truc qui bouge à l'écran, là, c'est le reflet de la caméra. Donc, a priori, vous ne voyez pas la caméra, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que ça va vous casser les roubignoles. Mais je tenais quand même à le mentionner. Moi, je vois quasiment que ça. Quand je suis sur un écran blanc, là, par exemple, ouais, ok, on le voit pas. Mais quand je suis sur des pages blanches de sites web, des trucs comme ça, je vois que ça. Peut-être parce que maintenant je l'ai repéré et je peux plus l'oublier, mais c'est un vrai problème. Pour moi, c'est une dalle qui est peut-être défectueuse, donc à voir. C'est pas normalement un prototype, c'est même pas un prototype, c'est un produit normalement commercial, même si j'ai pas eu la boîte commerciale. Et donc voilà, c'est pas que je m'inquiète, mais je me pose des questions. Donc là-dessus, je le mettrai dans les points négatifs, mais entre parenthèses, si vous avez un HTC 10, parce que vous regardez la vidéo peut-être quand il est sorti, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. J'ai ouvert une image blanche, je ne vois pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs, ça me rassurera et ça rassurera également les gens qui veulent acheter le produit. Alors, on va parler un peu de son également, on a parlé d'image, on va parler de son. HTC cette année cogne vachement sur le son, même si c'est pas le vrai boom sound entre guillemets, on a quand même plein de trucs derrière. Alors, je vais vous en parler parce que honnêtement, je peux vous faire écouter la qualité des haut-parleurs. Et on va regarder ça vite fait. Allez, on va faire ça tout de suite. Alors, je sais pas si c'est copyrighté cette musique, donc on verra bien. Mais je vais plutôt vous en parler parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du son de ce produit. Donc il y a plusieurs éléments. Le premier, on va dire, allez, c'est le haut-parleur. Le haut-parleur, comme je vous disais, basse, Twitter, les deux en même temps, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un poil moins englobant forcément et que c'est moins puissant que Boom Sound original tel qu'on le connaît. Et je suis pas le seul à le dire, donc à mon avis j'ai raison pour une fois. Donc il y a ça à noter, ça étant dit, le haut-parleur est vraiment bon, il n'y a pas grand chose à en redire, c'est juste que c'est un peu un pas en arrière si vous voulez par rapport à ce qu'on avait avant. Bon, première chose. Deuxième chose, dans la boîte vous avez des écouteurs ARS que j'ai pas pu tester parce que je ne teste pas les écouteurs parce que c'est tout simplement dégueulasse. Donc je le fais pas. Par contre j'ai testé avec mes propres écouteurs, il y a plusieurs trucs qui sont à noter. Première chose, c'est que vous avez la possibilité, quand vous mettez vos écouteurs pour la première fois, et même après c'est possible de reconfigurer, de configurer un profil audio en fonction de votre ouïe. C'est-à-dire que vous allez mettre les écouteurs et il va vous faire écouter des différents sons sur différentes fréquences et vous allez dire ok là je l'entends à partir de tel moment, etc. Comme quand vous allez faire un truc chez le médecin là, je sais pas, bref, j'ai pas fait ça depuis une décennie. Voire plus. Mais en tout cas, vous pouvez le faire avec ce terminal. Et j'ai testé avec et sans. Et honnêtement, la différence, elle est assez frappante. Donc faites-le. Si c'est un truc qui est vraiment cool, ça va vous permettre d'entendre un peu plus peut-être de détails dans certains morceaux. Et c'est quand même vraiment sympathique. Alors après, il y a la partie ARS. Personnellement, je suis pas un expert en audio. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Concrètement, il est capable avec les écouteurs ARS c'est pas les écouteurs qui font ça, mais bref, il y a les écouteurs qu'il faut plus le terminal qui est capable d'upscaler, on va dire, un morceau qui est pas en ARS et pour le faire en ARS. Dans les faits, je peux pas vous en parler, je suis pas un expert là-dedans. Il y aura sûrement des sites plus experts qui vous en parleront. Moi, tout ce que je veux dire, c'est la qualité sonore. Quand j'écoute du SoundCloud, du Spotify, c'est pas incroyable, c'est pas des sons super, c'est pas de la haute définition, on va dire musicale. Mais cela étant dit, le son est bon et avec le réglage en plus de profil, je trouve que c'est encore mieux. Donc c'est plutôt bien globalement niveau son sur ce HTC 10.
Alors on va maintenant parler des fonctionnalités sur ce HTC 10, un terminal qui tourne sur Android 6.0.1. Comme je vous disais, j'ai eu une mise à jour juste avant de faire le test. C'est plutôt niveau stabilité, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a un premier truc à noter, c'est que vous pouvez faire le double tap pour déverrouiller le terminal. Vous pouvez également, si vous avez configuré votre scanner dans le scanner d'empreinte digitale, laisser votre doigt sur le scanner pour déverrouiller l'écran. Alors, si, d'ailleurs, je vais l'enlever parce que ça va nous agacer, ça va m'agacer très rapidement, mais ça se passe par ici. Vous allez dans Scanner, vous mettez votre PIN. C'est bizarre de dire ça comme ça. Vous faites ajouter empreinte, vous posez votre doigt plusieurs fois. Vous connaissez normalement ce genre de choses. Et je voulais juste baisser un tout petit peu la luminosité parce que sinon ça va être... Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Et donc voilà, moi je vais désactiver la sécurisation par empreinte digitale pour le test. Pour une raison simple, c'est que c'est pas ici que ça se fait, c'est que sinon ça va être pénible à chaque fois que je vais vous montrer ce qu'on peut voir en allumant et en éteignant l'écran. Donc voilà, ça se passe comme ça, vous avez différentes possibilités pour verrouiller votre terminal éventuellement. Donc vous aviez le doigt, vous pouvez poser, ça déverrouille, vous pouvez également faire le double tap, ça c'est pour réveiller l'écran. Voilà, de cette façon-là, vous pouvez également faire ça, et ça va accéder directement à ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez également faire ça. Ça s'appelle les gestes Motion Launch. Motion Launch. Et là vous avez Blink Feed également. Si je fais ça, je sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est... je sais plus. Non, il y en a un où on revient sur l'accueil, hein, on revient sur ce qu'il y a derrière. Bah écoutez, on va tester ça. Celui-là, c'était pour l'accueil et l'autre c'était... Bref. Et de haut en bas, c'est pour lancer rapidos l'appareil photo. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour ces éléments là, c'est plutôt pas mal. Et puis après on va faire un tour dans l'interface, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités principales du produit qui sont intéressantes. Donc c'est parti. À gauche vous avez Blink Feed. Alors Blink Feed, qu'est-ce que c'est? Une énième fois parce que je pense que vous le connaissez, mais en gros c'est un agrégateur de news. Ça regroupe des news sur différentes plateformes, différents sites, et vous pouvez également mettre vos réseaux sociaux. Donc là par exemple j'ai mis mon Twitter, normalement si je scrolle un petit peu, je devrais voir, je sais pas, ça c'est Jérôme, c'est Twitter. Bref, peu importe. Vous voyez le délire. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout le temps sur la gauche. Vous pouvez également l'enlever en faisant comme ça. Et si vraiment vous en voulez pas, eh ben, je vous conseille de le faire. Ensuite, vous avez l'écran d'accueil avec des icônes, des widgets, etc. Le classique, sauf qu'il y a un petit truc qui est très sympathique, c'est que vous avez des thèmes. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Axel, les thèmes, on les a depuis longtemps. Ouais, mais il y a mieux, vous allez voir. Alors, vous avez des thèmes. C'est plutôt cool. Pour la limite, on va même pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez, il y a des thèmes de base que vous pouvez aller télécharger à droite à gauche. Il y a également, ça c'est le thème de base qui est proposé sur le terminal. Je vais pas l'activer, ça va prendre 3 heures, ça va être pénible. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un nouveau système de thèmes qui s'appelle les thèmes de disposition libre. Alors c'est une traduction faite avec les pieds. Mais en gros, désormais, vous avez certains thèmes qui vont appliquer, qui une fois qu'ils sont appliqués, vont ouvrir la possibilité d'avoir une disposition libre sur l'accueil. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est bien. C'est vraiment cool. Donc on va s'attarder là-dessus, parce que le reste, on s'en fout. Donc ça, c'est un thème de disposition libre, en disposition libre, je dirais plutôt, avec toujours Blink Feed sur le côté, parce que je ne l'ai pas enlevé. Et regardez, vous avez... ça, c'est les icônes en fait. Donc là par exemple, si je reste appuyé sur ça, il y a écrit horloge, je peux la déplacer exactement où je veux, au pixel près, il n'y a plus de grille. On s'en bat les steaks de la grille, il n'y a plus de grille. Et j'appuie dessus, ça va m'ouvrir l'horloge. Et en fait c'est à vous après, ils appellent ça des autocollants je crois. Ajouter des autocollants, vous faites ajouter autocollant, et en fonction du thème, vous avez différents autocollants qui vous permettent de créer tout un monde entre guillemets sur votre home screen. Donc là par exemple on va mettre ce truc là, on va le mettre là, hop. Est-ce que ça... Non, il y est déjà, peut-être il aime pas du coup, alors attendez. On peut mettre des widgets également. Alors je sais pas pourquoi, je pense que je le fais mal, excusez-moi. Donc voilà, là j'ai mis ça, ici. Si j'appuie dessus, je pense voilà, il va me demander de le lier à une appli, lié au web. Et maintenant, bah ça, si j'ai envie, je peux faire genre, ça c'est sur l'île qui est là, génialissime, et ça c'est Chrome. Et ben pourquoi pas?
Et c'est ce genre de truc, vous pouvez a priori en créer vous-même, mais pas trop. Ça a l'air d'être quand même assez restreint pour l'instant. Mais l'idée est sympa. On sort de la grille classique, et ça, moi j'aime bien. C'est plutôt stylé. Et vous voyez l'option ajouter des autocollants. Si je change le thème, ce que je vais devoir faire, parce que c'est quand même pas très pratique pour bien repérer les icônes, etc. Mais si je fais ça maintenant, vous allez voir que si je reste appuyé sur l'accueil, je vais plus avoir la possibilité d'ajouter des étiquettes, là, des autocollants. Donc il y a ça, il y a toujours la possibilité, ça c'est un truc qu'on avait découvert déjà depuis 2 générations de terminaux si je dis pas de bêtises, de créer ses propres thèmes à partir de fond d'écran. Ouais, allez, je vous montre. Donc on choisit une image, alors pas forcément un fond d'écran du coup. Ah bah j'en profite peut-être pour prendre, je sais pas, qu'est-ce que j'avais fait. Bon, à la limite, on s'en tape. Je vais prendre une image là, voilà. Je vais prendre une image bleue. Donc ça, c'est une photo bleue, très bien. Donc avec une dominante, on va dire bleue. Je fais suivant. Et normalement, il devrait me sortir du coup un thème dans les bleus, sans blague. Donc voilà, donc par exemple Blinkfeed devient bleu, c'est le fond là c'est bleu. Si vous avez plusieurs couleurs si vous avez par exemple 2 ou 3 couleurs, il va quand même vous alterner entre les couleurs. Et ensuite vous avez différentes icônes que vous pouvez choisir en défilant comme ça. Voilà, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait avant. La grosse nouveauté c'est la disposition libre que je vous ai montré. Donc là, on va passer rapidement dans le reste. Là, vous avez l'accueil, enfin le tiroir des notifications avec les différents accès rapides, économie extrême, etc., etc. Il n'y a rien de bien spécifique là, on va pas s'attarder. Là-dedans, alors, toute cette partie-là, on s'en tape un petit peu. HTC Connect, ça on l'avait déjà avant. Personnalisé. Je crois pas qu'on ait une option particulière ici, à part bien sûr tout ce qui est lié au thème. Et puis il y a les options de l'Ice View qui sont ici. Si vous avez ce genre de choses. On revient en arrière. Lecteur d'empreintes digitales, on a vu rapidos. Ça se configure assez rapidement, il est bien fait. Accessibilité, vous avez quelques trucs là-dedans quand même. Si vous êtes motivé, il y a par exemple correction de la couleur. Ouais, j'admets, je sais pas ce que ça fait, c'est pas grave. Ce genre de truc, texte à contraste élevé. La rotation auto de l'écran qui est ici aussi, ce qui d'après moi n'a rien à faire là-dedans. C'est pas de l'accessibilité, mais bref. Et puis il y a ça. Alors, obtenir le contenu d'un autre téléphone, ça permet, c'est un truc qu'on connaît depuis chez HTC, depuis un bail chez HTC, et qui permet tout simplement de transférer rapidement les données d'un autre terminal Android, ici, ou d'un HTC sous Android, ou d'un iPhone. Alors, il n'y a pas Windows Phone là-dedans, mais il y a toujours des moyens de le faire différemment. Et donc, ça permet vraiment de transférer vos données vers ce smartphone, de votre vieux smartphone vers celui-là, rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Un mode gant à activer éventuellement. Profil de couleur dont je vous parlais. Couleur vive ou sRVB qui est plutôt soft, un standard RVB qui est, vous l'avez vu, c'est plus neutre, on va dire. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je sais pas s'il y a moyen de les personnaliser d'ailleurs, j'ai pas trop essayé. Si voilà, vous pouvez personnaliser un peu. Je vais pas toucher à ça. Sachez juste que si vous trouvez que la température est trop chaude, trop froide, vous pouvez éventuellement changer tout ça. Et là, il y a tous les gestes Motion Launch dont je vous parlais, qui sont à configurer. Moi, je les ai tous activés. Par défaut, ils ne sont pas tous cochés. À noter. Ensuite, là, on a le switch. Alors, j'ai toujours trouvé ça très bizarre comme intégration, mais en fait, c'est un switch. C'est pas une option de enfin, c'est un paramètre, mais c'est un switch entre le profil musique ou vidéo pour les haut-parleurs, avec Boom Sound et Dolby Audio. Bref, c'est pas très intéressant. Et là, ici, on a autre chose en bas. Je sais plus ce que c'est. Je sais que j'ai un truc à vous montrer là-dedans. Ouais, éventuellement ça. La diode, c'est la LED de notification qui est par là. Vous pouvez l'ajuster pour lui dire que elle fonctionne que quand l'écran est éteint. Ça peut être éventuellement intéressant. Vous pouvez gérer les notifications ici par application. Ce genre de choses. Et quand l'appareil est verrouillé, affichez ou non le contenu des notifications si vous le choisissez ça ou pas. Que dire en plus, alimentation à tous les modes d'économie d'énergie qui se cachent par là. Et là on revient en arrière, ce qui n'a pas de sens. Mémoire, option pour les développeurs, c'est moi qui ai mis ça, donc ça va être à peu près tout. Voilà, on va passer dans le menu ici, du coup on va défiler là-dedans. Donc ce menu permet d'avoir vos applications de manière personnalisée, alphabétique ou plus récente, c'est un gros classique. Et puis je vais sûrement du coup, j'ai un petit doute, je vais quand même vous montrer tout ça par ici. Très classique là, vous avez vos contacts, alors ça c'est mes contacts Twitter. Vous embêtez pas, c'est un peu bizarre du coup. Je sais pas si c'est censé se mettre comme ça. Dans tous les cas, vous avez des fiches comme ça, c'est complète, c'est plutôt bien foutu. Si par exemple je vais sur... Ah tiens, ça c'est moi.
Ouais, j'ai mon dernier tweet qui est affiché avec mon profil et tout, c'est plutôt cool. HTC, je le dis à chaque fois, mais je le répète, HTC est un des seuls aujourd'hui à proposer une réelle intégration encore sociale dans les fiches de contact. Tout le monde a abandonné cette idée-là et eux, ils ont dit, ouais, non, on l'a fait, on continue à le faire. Et moi, j'aime bien ça, ça me plaît bien. Donc ça, moi, je vais mettre un numéro fictif. Donc ça, c'est le clavier qui est plutôt bien. Moi, je le trouve je trouve qu'il s'intègre bien. Vous avez des petites emojis ici pour ceux qui sont chauds. Vous pouvez taper du texte très très rapidement. Alors moi, je voulais juste mettre un faux numéro, voilà. Il y a un autre truc qui est cool, ça paraît un détail, mais à force de tester des produits, je me rends compte, c'est le délai pour faire des numéros, des chiffres, là, ici, il est court, et du coup, c'est super agréable, parce qu'il y a plein de smartphones où pour faire les chiffres, il faut vraiment attendre longtemps, et c'est insupportable. Mais sinon, salut les amis, ça va, blablabla, ça va, plutôt. Ça marche bien. La vibration de base est assez costaud, et puis de toute façon, si vous n'aimez pas, vous pouvez la remplacer par un autre. C'est la magie d'Android et d'iOS et Windows Phone, je suis pas sûr. Ensuite, vous avez Chrome. Et là, je vais commencer à basculer sur un truc que j'ai envie de vous expliquer, que j'aurais dû expliquer au début. Mais en gros, là, je vais utiliser Chrome pour naviguer sur le web pour une raison simple, c'est que, sauf erreur de ma part, il n'y a plus d'autres navigateurs que celui-là. Et vous allez voir que c'est une tendance forte cette année chez HTC. Ils ont décidé de reboot l'expérience Android. Alors, ça veut rien dire, et donc, mais je vais vous en parler dans un instant. Je vais juste vous montrer le web. Ça marche bien, c'est un produit haut de gamme, basta, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire reboot l'expérience Android? Alors c'est un peu des conneries pour être honnête, parce que je pense qu'il doit y avoir une vraie raison derrière et qui est un peu bidon, mais je vous explique ce qu'ils nous ont dit et je vous explique comment ça se matérialise. L'idée c'est que avant HTC proposait, précédente génération, HTC proposait plein de contenus, plein de ses propres applications qui en plus allaient en doublon des applications Google. Ok. Sauf que les applications HTC rapportaient en plus des fonctionnalités en complément des applications Google. Donc ça donnait du choix, c'était pas plus mal. Il y avait une sorte de cohérence du coup dans l'interface. Bon, maintenant qu'on est tous passés à Material Design, toutes les applications se ressemblent. Les applications Google ont une interface matérielle, bien sûr, qui ne veut pas charger apparemment, ça c'est génial, mais qui ressemble aussi à, par exemple ça va être l'application de HTC, et ça ressemble quand même beaucoup. Parce qu'ils adhèrent aux guidelines Material Design. Donc toutes les applications se ressemblent, sauf que HTC a décidé, pour arrêter de doublonner tout ça, ils ont décidé de prendre une décision, et c'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est que, ok, pour l'appareil photo, on va avoir notre application HTC, il n'y aura pas l'application Google, soit, vous pouvez l'installer sur le Play Store, donc ça change rien. Pour le calendrier, on va utiliser l'application Google, parce qu'elle est très bien, et puis qu'on a peut-être la flemme de la refaire, je sais pas, j'en sais rien. Et puis, notre galerie qui était très bien parce qu'en fait, elle intégrait toutes les fonctionnalités avec Zoé, etc., etc. Finalement, on va pas l'utiliser. Maintenant, l'utilisateur devra se contenter de photos, qui apparemment en plus déconne là, ça va être très bien pour le test, mais qui est là, qui est l'application de Google, et tout ça, c'est très bien. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est pareil pour la musique. Finalement, démerde-toi, tu vas utiliser Play Music. Alors que, moi, ce que j'arrive juste pas à comprendre, et ça, je leur ai posé la question et j'ai pas eu de réponse satisfaisante, donc je me permets d'en parler, c'est que je n'ai pas compris la logique. Vous aviez HTC déjà des applications, elles fonctionnaient bien, pourquoi vous les avez jetées à la poubelle? Je ne comprends pas. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir fait ça. Je ne piche pas. Voilà. C'est l'argument de dire c'est pour dédoublonner, pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur. Excusez-moi, mais c'est des conneries. Les applications elles sont rangées dans des dossiers, ça fait chier personne. Si c'est pour le poids sur la mémoire, encore une fois c'est des conneries parce que ça peut être optimisé et on a 32 Go, faites pas chier. Donc bref, voilà. Tout ça pour dire que je ne comprends pas cette logique. Et donc ça c'était une belle introduction pour enchaîner sur justement les fonctions, à savoir là c'est un client email qu'on connaît déjà, ça c'est le client de HTC, ça c'est l'agenda de Google qui a quand même pas la même interface, attention, c'est pas la même chose. Les contacts on les a déjà vus, productivité vous avez le téléphone et les messages sans tamponne on l'a déjà vu. Dans les photos, alors donc là maintenant vous avez la galerie, du coup c'est la galerie de Google qui est qu'est-ce qu'elle est, elle est pas mal, mais elle est pas aussi complète du coup de fait que les autres intégrations qu'on pouvait avoir éventuellement sur les, j'arrive pas à parler, c'est parfait ça,
sur la surcouche de HTC qu'on avait par exemple dans les précédents terminaux. Et c'est d'ailleurs pour ça, et ça me fait rire, je comprends pas pour ça, ils ont dû intégrer une application qui s'appelle Éditeur Vidéo Zoé, puisque normalement l'édition de fichiers de photos Zoé c'était intégré dans la galerie. Là, ce n'est plus intégré dans la galerie puisqu'ils ne peuvent pas le faire, donc ils ont fait une application en plus. Ça valait bien le coup d'essayer de limiter le nombre d'applications. Donc voilà, encore une fois, je comprends pas. Donc là, bon, bah, c'est le lecteur musical par défaut, c'est Play Music. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? C'est Play Music, vous connaissez. Ensuite, là, il y a l'appareil photo, ça va être enfin intéressant. On va pouvoir s'attarder sur une application qui est un peu personnalisée. Alors, elle a tendance à vous faire ce message très souvent. Je sens que ça va m'énerver, je sens que ça va vous énerver. En fait, c'est quoi? C'est quand il repère qu'il y a quelque chose qui bloque le flash au laser. Il va vous dire ça. Je sais pas, est-ce qu'il veut me le mettre là ou pas? Non, il veut pas me le mettre là. En gros, c'est quand vous lancez l'application, si votre main par mégarde tombe dessus ou si vous l'avez posé sur une table, il va vous laisser la petite pop-up là pendant quelques secondes. C'est pas terrible, je trouve. Donc concrètement quoi, vous pouvez prendre une photo en appuyant directement là, vous pouvez rentrer en mode vidéo en appuyant ici, vous pouvez filmer en faisant comme ça. Là je peux filmer que 6 minutes parce que je suis en 4K, bien sûr vous pouvez filmer plus longtemps si vous n'êtes pas en 4K, on va regarder les paramètres dans un instant. Mode HDR qu'on bascule très rapidement juste ici en bas à gauche, là vous ouvrez ce truc là et vous avez toutes les petites fonctionnalités qui se promènent ici. Donc c'est assez bien fait, c'est plutôt facile à utiliser, vous avez photo, là en face compte à rebours et la définition. Bon. Plutôt simple. Ensuite, appareil photo Zoé. Alors, Zoé c'est un long sujet parce que ça fait partie des fonctions que HTC a rajoutées à partir du HTC One M7, que personne n'a compris l'utilité parce que ça ne servait à rien, qui a disparu après, qui a été enfin le nom est resté, mais ça a été une application sociale qui permettait de faire des highlights et de les partager. Mais sauf qu'on n'avait plus la fonction Zoé dans l'appareil photo. On la retrouve maintenant, mais différemment une énième fois, et je trouve que ça sert toujours autant à rien. HTC parfois niveau logiciel c'est cool, c'est esthétique, mais qu'est-ce que c'est étrange. Donc là on prend une photo en fait avec Zoé, on prend 3 secondes de vidéo en Full HD pour pouvoir faire éventuellement un highlight que vous avez partagé auprès de vos amis, ou pour quand vous regardez votre galerie ça va s'animer. Ça c'est quand même bien intégré dans la galerie de Google, c'est les animations, vous les avez. Donc ok, très bien. Ensuite, on a le mode panorama qui permet de faire des panoramas sans blague. Le mode pro, ça c'est plutôt cool. Vous avez différents paramètres juste là, avec le focus, etc. Bon, vous connaissez tous ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que ça permet de prendre des photos en RAW que vous pouvez personnaliser ici. Là, c'est en .dng et là, sinon, je suis en JPEG. Mais vous restez en mode pro. Donc ça, c'est à noter. Soit vous êtes en DNG, soit en JPEG. Si vous mettez en DNG, en fait, vous avez quand même le fichier JPEG qui est généré en plus, il me semble. Et après, ce qui est cool, c'est que, vous savez quoi, je vais prendre une photo avec ça, je vais prendre mes... je sais pas ce que je vais prendre, attendez. Je vais prendre ma main, voilà, super intéressant, et je vais vous montrer un truc, du coup. C'est que les fichiers capturés, alors c'est un peu plus lent, je trouve, en pro, mais quand vous prenez une photo, vous voyez, quand vous prenez une photo en DNG, en RAW, c'est écrit en haut, là, ici. Et après, quand vous appuyez sur Edit, il va vous proposer soit d'éditer avec l'outil de Google, qui bien sûr ne permet pas d'éditer des DNG, ou l'application RAW. Donc ça fait une interaction en plus. Ça montre encore une fois que cette intégration n'est pas forcément logique. Alors, maintenant, je vais vous laisser ça. C'est juste pour vous montrer la rapidité d'exécution du traitement des fichiers RAW sur le HTC 10. Donc voilà. Sinon ça va, il fait beau. Non mais bon bref, vous avez compris, c'est un peu lent. Et je ne comprends pas pourquoi. Moi je sais qu'il y a d'autres terminaux en ce moment qui permettent d'enregistrer comme ça en brut et qui sont plus rapides. Donc je pas. Bon, après je suis un peu un relou, hein, donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, niveau amélioration, il y a rien. Il y a juste une amélioration de base, c'est vous cochez ça ou pas, et ça va légèrement améliorer votre cliché, mais sans vous laisser la possibilité d'ajuster certains sliders. Donc bon, moi ce que je vous conseille, c'est vous, si vous faites des photos en RAW sur ce terminal, vous les sortez sur Lightroom, Photoshop ou ce que vous voulez, mais pas Paint, et puis après vous accédez à une myriade de fonctionnalités, n'est-ce pas? Donc voilà, on va retourner là-dedans. Donc ça c'était pour le mode pro, c'est plutôt cool.
Mode vidéo qui est très bien. Donc là, pareil, il dit que c'est bloqué alors que j'avais les doigts là. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. À noter que ça chauffe, ça commence déjà à chauffer pas mal. C'est un terminal qui chauffe beaucoup en photo et vidéo, notamment 4K. C'est quelque chose d'assez balèze. Je vous en parlerai un peu plus lors des performances. Donc là, je suis en vidéo. Alors, vous le voyez pas parce que c'est tout petit. Je suis désolé. Là, voilà. Wow. Si vous avez des yeux assez précis, vous le verrez. Je suis en hyperlapse du coup, excusez-moi. Donc on est en mode 4K et là j'ai coché l'option aussi haute définition, haute résolution audio, qui est pas mal. Je sais pas si ça joue d'ailleurs sur la durée d'enregistrement, non, ça c'est vraiment le 4K. Le focus se fait au doigt, la qualité est vraiment top et je vous montrerai ça dans un instant. L'hyperlapse, c'est à désaccélérer, ralenti, c'est des ralentis. Ça marche pas mal. Et autoportrait, c'est pas très intéressant. Il y a un truc par exemple qui a disparu que je trouve très bizarre. C'est normalement dans l'interface, dites-moi si je me trompe, mais normalement on pouvait faire comme ça ou comme ça pour passer en mode selfie, autoportrait. Là maintenant il faut appuyer là, il n'y a plus ce petit geste. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La caméra frontale est pas mal, elle a un focus, qui est pas toujours le cas, donc c'est bien, et elle fait plutôt correctement le taf. La qualité est pas mal. Alors là, malheureusement, vous pouvez pas ressentir la chaleur à travers la vidéo, mais le terminal est chaud, quoi. Voilà, c'est très chaud. Quand je dis très chaud, si je regarde au niveau de la température de la batterie, on est à quoi? On est sur un petit 40 là, je pense, ouais. Voilà. 40 degrés Celsius, c'est pas forcément énorme, mais on le ressent sur la coque du smartphone. Alors, donc là, ça fait 40 minutes que je parle, c'est génial, j'aime bien. Au niveau des fonctions, on va continuer bien entendu. J'en étais où à peu près ici? News Republic, ça nous intéresse pas. Le dictaphone, on va passer outre. On a quelques applications préinstallées. Voilà. J'aime pas trop, mais bref, il n'y en a pas tant que ça. Donc on va pas trop râler. Je râle déjà beaucoup, je trouve, sur ce test. Alors maintenant, on a Boost Plus. C'est une nouvelle application qui permet, selon HTC, de garantir une durée de vie plus longue à votre smartphone puisque vous allez pouvoir l'entretenir. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de téléphone chez Huawei. Ça a un autre nom chez Samsung, j'ai oublié. Vous me le direz tous, à mon avis, dans les commentaires. C'est une application. En plus, elle reprend exactement la même interface que toutes ces applications. Donc, c'est très créatif. Mais en gros, ça va permettre de booster intelligemment votre smartphone, ça va scanner, ça va enlever les fichiers temporaires, ça va nettoyer un peu la RAM, ça va optimiser s'il y a une application qui consomme trop de batterie, blablabla. C'est toujours la même chose, hein. Sincèrement, c'est toujours la même chose. Il y a un petit truc en plus ici, il y a ça éventuellement pour prolonger la durée de la batterie en jeu. Quand il sent que c'est un jeu, il peut vous aider à booster la batterie quand vous êtes en jeu, donc à moins consommer en jeu. Voilà, moi c'est un truc que j'ai pas activé quand j'ai fait mon test d'autonomie parce que c'est pas une option que je pense tout le monde va activer. Mais bon, vous avez ça éventuellement. Vous pouvez verrouiller des applications avec un schéma. Vous pouvez effacer les indésirables. C'est quoi ça? C'est les fichiers temporaires, non? Ouais, fichiers en cache, etc. C'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Pour moi, ça va pas forcément garantir la durée de vie de votre smartphone. C'est à vous de faire attention, mais ça peut vous aider à surveiller un peu ce qui se passe sur votre smartphone. C'est toujours bien ce genre d'application. Après, vous avez les applications Google Docs qui sont là, Google Drive. Peu importe, c'est moi qui ai installé. Puis vous avez l'éditeur de vidéo Zoé qui va vous permettre tout simplement de créer des highlights et pas uniquement que avec des vidéos Zoé. C'est-à-dire que vous pouvez prendre exactement ce que vous voulez, des screenshots, etc. Faire OK. Ça va préparer un thème avec une petite musique. Je pense que vous connaissez. C'est les highlights, c'est les Zoé highlights ou peu importe comment ils veulent l'appeler. C'est une sorte de petite animation vidéo dans laquelle vous allez mettre on va éteindre, je veux pas écouter ça, merci. Vous allez mettre un titre, vous allez choisir un thème, vous allez mettre une musique, et ça va vous pondre une vidéo que vous allez ensuite pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai comme envie de tester un truc. Ouais, regardez, enregistrer comme brouillon et exporter la vidéo dans la galerie. Alors, donc je peux l'exporter on va voir combien de temps ça prend. Je sais pas j'ai pris beaucoup de trucs. Enregistrement de la vidéo dans les Zoé Highlights. Il est en train de l'exporter là, c'est ça? Ouais, ça va pas prendre longtemps, ça nous pond un MP4, c'est plutôt cool. Si vous avez plein de clips et que vous voulez les éditer, genre pour avoir une vidéo de souvenir de vacances, honnêtement, c'est bien. Ça va être ici normalement. Alors c'est en train de s'enregistrer, on va attendre une petite seconde. Donc c'était assez rapide, c'est plutôt bien. Donc là je vais la lancer, on peut l'ouvrir avec ça. Et hop.
Ouais. Donc voilà, ça nous fait un petit slideshow avec des effets, tout ça, il a été... C'est bien, vous avez vu, si c'est pas le bon ratio, hop, il complète avec des trucs autour. Donc ça, c'est bien. Ah, c'est compatible Chromecast directement, oui, c'est logique, c'est le... Ouais, non, ça a du sens. Et si je fais partager, moi, il y a juste un truc que je veux voir. Si on peut, bien sûr, ça c'est intégré dans Google, hein, mais enfin dans Android, mais c'est créer un lien, ça c'est top. Ça va l'uploader sur un serveur de Google. Mais concrètement, c'est assez amusant parce que ce qui s'est passé, en fait, si vous regardez bien, c'est que là maintenant, je peux éditer mes Zoé, mais je peux plus les partager sur la plateforme qu'ils ont créée qui s'appelle Zoé, qui était une plateforme sociale. Alors peut-être qu'on peut aller la télécharger, mais s'ils l'installent même pas sur leur smartphone, s'ils préfèrent installer Instagram, Facebook, Messenger et pas leur plateforme Zoé, c'est clairement ils en ont rien à carrer de Zoé. Donc moi ça je comprends pas, je sais pas, je comprends pas quand les marques ils arrivent pas à avoir une ligne directrice facile à comprendre et qu'elles vont jusqu'au bout des choses, ça a pas de sens pour moi. Ça c'est les options pour Ice View. Donc je pense qu'on a fait le tour dans l'interface. Concrètement vous l'avez compris, c'est bien, sincèrement c'est bien, c'est propre, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup d'évolution et en plus des trucs en moins qu'on avait avant, qu'ils ont enlevé pour des raisons qui sont à mon avis pas bonnes, pas légitimes. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve pas ça juste, correct comme raison, tout simplement. Mais derrière, on a quand même un appareil photo qui est complet, etc. Une interface qui est propre, ça marche bien, vous avez vu, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va parler de performance maintenant. Dans les benches, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça prend 3 heures et c'est déjà suffisamment long cette vidéo. Mais concrètement, sur un N22, on est à 123 000 en 6.1.4. Geekbench 5033, 3D Mark 2900 points. Je vous mettrai les captures d'écran des benches si j'y pense, sur le test écrit sur w38.fr bien entendu. Et d'ailleurs, on va passer à l'autonomie. D'ailleurs, sur le test écrit, il y aura également la courbe d'autonomie qui vous permettra d'apprécier un petit peu mieux l'autonomie du produit. Ça étant dit, niveau autonomie, on est à quoi? D'ailleurs, on va pouvoir aussi voir combien il a perdu depuis que je suis en train de filmer. Il termine le test à 59%, ce qui est loin d'être mauvais, ce qui est pas non plus excellent. J'ai au quotidien constaté que, en gros, s'il arrive à sortir une grosse journée d'autonomie en utilisation classique, c'est bien. C'est-à-dire que il consomme quand même beaucoup au global. Il consomme pas tant que ça en 3D, par exemple en jeu. Moi, il a consommé en 1 heure de jeu 3D, il a consommé 14%. C'est pas rien. Mais c'est loin d'être le pire des trucs que j'ai vu sur un smartphone ces derniers temps. Et donc, mais par contre, vous le verrez si vous allez sur le test écrit, mais vous verrez que dans la courbe, il y a aussi des éléments où ils consomment plus que d'autres. Par exemple sur le web, par exemple sur, il y avait quoi, lecture musicale, ce genre de choses. Ou en capture de vidéo notamment. Et tout ça fait que si vous utilisez votre smartphone de manière assez polyvalente, vous faites plein de choses avec tout au long de la journée, vous aurez une journée... et difficilement plus parce que de toute façon il y a la nuit qui passe et en veille il est pas très bon, c'est-à-dire que moi ce que j'ai grosso modo calculé c'est qu'il pourrait tenir à peu près 7 jours sans y toucher et la plupart des smartphones aujourd'hui haut de gamme tiennent 10 à 12 jours donc voilà, ça c'est pas excellent niveau autonomie. Et maintenant on va passer à un point que vous attendez probablement tous ou pas forcément mais qui est un point positif donc c'est plutôt cool. C'est l'appareil photo. L'appareil photo sur ce terminal, donc on est en ultra pixel, 12 mégapixels, ultra pixel, blablabla. Bon, l'appareil photo est assez réactif, ça étant dit, je trouve quand même que vous l'avez peut-être vu, quand on prend une photo, c'est pas forcément le plus rapide possible. On a vu un peu plus rapide quand même. Voilà, vous avez vu la paf, le temps de faire le focus et tout, c'est pas tout à fait rapide. C'est un peu dommage parce qu'il a un focus au laser, donc c'est un peu... vous l'avez vu encore l'alerte là qui disait... je sais pas si vous l'avez vu, qui disait que c'était bouché. Qu'est-ce que c'est pénible ce truc. Alors, on va passer là-dedans. Moi dans tous les cas, comme d'hab, je mettrai les échantillons sur le test écrit sur w38.fr si vous voulez les voir en grand. Et pouvoir bien voir à quoi ça ressemble, eh bien faites-vous plaisir, allez sur w38.fr, je vous mettrai le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai constaté, je vais m'arrêter sur un cliché parce que je vais vous donner la germe, voilà on va s'arrêter là, c'est que quand même il s'en sort super bien et ça fait vraiment plaisir. Et là en haut de gamme, on a commencé à avoir des vraiment bons trucs sur de la capture photo et vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 2 jours, moi j'ai constaté que les couleurs étaient vraiment bonnes. Là c'est un peu faussé peut-être avec l'écran qui est un poil vif, mais sur un écran vraiment calibré, eh bien c'est juste.
et c'est juste, c'est tout simplement les bonnes couleurs, c'est réaliste, et la balance des blancs est bonne la plupart du temps. On est capable de prendre des photos avec une profondeur de champ qui est plutôt marquée, mais sans avoir cette espèce de... Alors ça c'est chiant ça, je l'avais remarqué, ouais, le zoom il est pénible. Mais vous voyez cette profondeur de champ? Il n'y a pas ce qu'on a pu voir sur certains produits récemment, cette espèce d'amplification autour, toute floue, dégueulasse, vous l'avez pas. Et honnêtement, c'est nickel. C'est nickel. C'est vraiment super propre. Si tu veux peut-être m'aider, voilà. J'avais pris, ouais, voilà, là on a une profondeur de champ qui est vraiment, vraiment marquée, mais c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas de problème là-dessus, et ça, c'est vraiment bien. Le zoom est pas mal du tout. Par exemple, là, c'est une photo zoomée. Et quand on regarde, on zoome dans le zoom, on voit quand même qu'on a des... Là, je suis zoomé au max, hein. Quand j'ai zoomé en prenant la photo. Alors oui, c'est pas parfait, mais on a quand même des détails, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Les feuilles et tout, on voit vraiment tous les détails. Donc celle-là, je vous la mettrai également aussi sur le site internet. Et de nuit, ou en tout cas quand il manque de lumière, et ben il a tendance, là il manque de lumière, mais on dirait pas. Bah ouais, parce qu'en fait il y a un système qui éclaircit l'image, mais c'est du logiciel, mais il y a aussi voilà ce système d'ultra pixels avec des plus gros pixels, etc. Blablabla. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, tout simplement parce que j'y comprends rien. Mais cela étant dit, sincèrement, de nuit ou surtout en conditions basses de luminosité, il va quand même avoir tendance à éclaircir la scène, mais avec un résultat qui est honnêtement très très bon. Là, il y a peu de lumière et l'image est nette. Il y a quasiment pas de bruit. Alors là, c'est pas le pire des exemples. J'ai d'autres photos. Je sais pas, j'étais dans ma salle de bain, j'avais éteint la lumière. C'est super intéressant. C'est un peu rosé là pour le coup, mais il arrive à faire sortir des détails sans trop bruiter l'image. Et ça, pour être honnête, bah, c'est vraiment top. C'est vraiment très 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 bien. Ça me plaît bien. J'ai pas testé le flash du coup, parce que j'ai pas eu besoin. Mais si vous êtes chaud, moi je trouve que le flash c'est toujours une abomination. Mais celui-ci il a un avantage. Bon, comme tous les smartphones aujourd'hui, mais c'est qu'il est dual tone, c'est-à-dire que vous avez un flash qui est plus neutre et un flash qui est plus chaleureux pour notamment les peaux, pour avoir un rendu plus naturel. Je sais pas ce que je viens de faire, mais c'est fait. Alors, donc ça c'est pour la première chose. Tout ce qui est photo, honnêtement, c'est très bien. C'est très bien. J'ai pas de plainte particulière et c'est vraiment plutôt une très très bonne chose. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est vidéo. Alors, je vais pas vous mettre le son. Celui-là, je suis pas sûr. Je vais peut-être le découper en morceaux et vous le mettre dans le test écrit. Je la mettrai pas en privé, mais elle sera pas listée sur la chaîne YouTube parce que c'est pas très intéressant. J'ai envie d'arrêter de mettre ces échantillons sur la chaîne en public. Mais concrètement, là pareil, j'ai un avis très très positif sur la qualité vidéo. En 4K avec un son ARS, le son déjà c'est une tuerie. C'est excellent, c'est tout simplement excellent. Les couleurs sont parfaites. Le focus se fait au doigt, ça m'a un peu emmerdé pour être honnête, parce que là ces derniers temps j'ai testé des produits où le focus se faisait très très rapidement et sans avoir l'obligation de mettre le doigt à l'écran, donc ça c'est un peu dommage. Mais il se fait très vite, c'est très très bien et l'image est magnifique. Donc ça c'est cool. Le zoom c'est pareil qu'en photo pardon, il marche très 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 bien. Même en vidéo, donc ça c'est cool. La balance des blancs est bonne, et de nuit, ou en conditions faibles de luminosité, on trouve la même chose qu'en photo, c'est-à-dire que... Voilà, regardez, je vais zoomer, je pense. Est-ce que je vais zoomer peut-être pas zoomer aujourd'hui. Si, voilà. Et paf, on a les détails qui se révèlent, et ça c'est charmé. Que dire de plus? Ouais, de nuit, ça éclaircit quand même un peu l'image. Donc je vais pas pouvoir trop... Ouais, là, c'est ma chambre, c'est le bordel. Ouais, non, mais je vais pas trop vous montrer, mais, mais en gros, concrètement, l'image est vachement éclaircie. Et ça rend super bien. Ça rend super bien, c'est un peu bruité, bien sûr, mais pas trop. Et c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est top. Sincèrement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Qualité photo et vidéo, pour moi, c'est le gros point fort de ce produit. Mais de loin. Et du coup, on va pouvoir passer à la conclusion, parce que ça fait quasiment 1 heure que je parle. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous félicite. Vous avez toutes mes ficelles de caleçon. Alors, côté design, on a quelque chose de premium. Clairement,
en alu, tout ça. Moi, personnellement, je le trouve pas super sexy. J'aime pas les gros chanfreins, j'aime pas qu'il soit épais, je trouve qu'il fait toc. Il est à la fois pas original et les points d'originalité, je les trouve moches, c'est ce que je dis. Mais les goûts et les couleurs, hein, vous savez comment ça se passe, ça se trouve vous êtes absolument fan de ce produit, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. De l'autre côté, on a quoi d'autre? Un bel écran, tout de même, qui est sympathique, avec un gros mais, et ça dépend, là c'est vraiment une condition de si vous avez aussi le problème sur votre produit, donc vraiment si vous avez le produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais moi, comme je vous disais, j'ai des vagues à l'écran, c'est dégueulasse, ça se voit surtout quand l'écran est blanc, j'aime pas du tout ça. Donc j'espère que vous aurez pas ça sur votre produit dans le commerce, mais je peux pas vous le garantir malheureusement. En outre ce problème-là, l'écran est propre, est vraiment bien. Le son est très bien. Des haut-parleurs, c'est bien, c'est pas le vrai boom sound qu'on avait avant, mais il est quand même bon. Et à côté de ça, si vous utilisez un jack, le jack ici avec des écouteurs un peu stylés, ou les écouteurs RS bien sûr qui sont proposés dans la boîte, vous aurez un son tout à fait gustatif, que vous pourrez en plus ajuster avec les fréquences et tout. Ah, ça c'est top. Ça j'aime bien. L'interface est bien. Juste qu'il n'y a rien de neuf, on trouve les mêmes choses et on a même des choses en moins, et moi je trouve que niveau cohérence, comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup trop parlé donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais je comprends pas la logique de enlever des trucs, mixer les machins, blablabla, je trouve que ça n'a pas de sens. Et puis bien sûr dans les points positifs, on a l'appareil photo qui est, je pense, une tuerie, enfin mon avis c'est que c'est une tuerie, je dis pas qu'il est meilleur par exemple qu'un S7, ou que peut-être un G5 que j'ai pas encore testé, mais il est au moins au niveau, et la vidéo, c'est quand même propre. C'est quand même super propre. Alors après, au niveau des points négatifs, comme j'ai déjà dit, mais les vagues à l'écran, ça je trouve pas ça top. Et puis il chauffe pas mal quand même. Là, par exemple, dans la main, il chauffe et c'est pas très très agréable. Alors je le mets au soleil un peu pour le chauffer encore plus, mais voilà, c'est pas top. Et puis l'autonomie qui est cul entre deux chaises, c'est moyen. Et c'est dommage, c'est un peu décevant. J'aurais bien aimé pouvoir le mettre dans les points positifs, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Je trouve pas que ce soit exceptionnel. Voilà, ce sera tout pour mon test long du HTC 10. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Si vous avez envie d'acheter le produit, je vous ai dit le lien dans la description comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rechercher sur Google pour trouver les réponses par vous-même. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.